Donc bonjour à tous, donc bienvenue pour cette semaine où on va regarder deux aspects astrologiques principalement. La nouvelle lune qui aura lieu le jeudi 6 juin, donc dans le signe du Gémeaux, et aussi ce qu'on appelle dans le jargon astrologique le Casimi ou le Venus Star Point, qui correspond en réalité à la conjonction de Vénus et du Soleil. Et donc je vais essayer, au travers de l'approche, surtout de la mythologie, de vous expliquer un petit peu les implications ou la beauté aussi de ce point. Donc, pour commencer aussi, je voudrais préciser quelque chose par rapport à la liberté que je peux prendre, peut-être, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, de partager avec vous l'astrologie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé, je crois, en 2012 ou 2013 à écrire des bulletins lunaires, donc toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes, essentiellement sur Facebook à l'époque. Et j'ai jamais vraiment arrêté. Dernièrement, je suis parfois un petit peu moins régulière, parce que pour moi, c'est avant tout important de respecter l'inspiration. Et je trouve que ce que je vous partage au niveau de l'astrologie est plus pour moi quelque chose en lien avec une inspiration créative, peut-être même artistique, de faire des corrélations entre les mythes, les archétypes. Donc j'ai une constance dans mes cours, dans mes séances, quand vous avez besoin d'accompagnement plus individualisé, mais c'est vrai que sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou ici, quand vous me voyez disparaître peut-être ou pas être tous les dimanches ou tous les lundis, c'est tout simplement pour respecter l'inspiration et respecter ce qui est. Et pas me forcer aussi parce que même si c'est mon métier, on pourrait dire, mon métier principal, c'est aussi avant tout quelque chose que je chéris énormément dans cette passion, dans mon envie de vous faire partager la connaissance ou les découvertes. Et je tâtonne encore parfois pour savoir quel est le meilleur canal. Et je pense que cet été m'apportera sans doute des réponses. Donc voilà, je trouvais important de le dire par rapport à une sorte de transparence et puis aussi pour voir si ça résonne avec vous dans le fonctionnement. Donc, pour reprendre ce qui nous intéresse cette semaine, donc mardi, donc demain, on a ce qu'on appelle le Casimi. Alors, le Casimi, c'est en astrologie traditionnelle, en astrologie hellénistique. C'est lorsque le Soleil est conjoint à une planète, il y a quelque part quelque chose le cycle redémarre. On disait, donc je crois que c'était Rhétorius qui disait ça, que lorsqu'une planète est dans le cœur du Soleil, qui est l'étymologie Casimi, ça voulait dire être dans le cœur du soleil, pardon, elle était protégée un petit peu, vous savez, comme dans l'œil de l'ouragan, et elle est régénérée. Dans d'autres textes, vous trouvez quelque chose que je trouve assez magnifique, qui est l'idée que lorsque une planète est conjointe au Soleil, elle est en quelque sorte dans la chambre initiatique, et donc elle se fait initier euh, dans les mystères par la lumière solaire pour pouvoir régénérer. En astrologie, tout est cyclique. Donc pour comprendre ce point, ce Venus Star Point, et pas en faire un point isolé qui peut ne pas parler, il va falloir qu'on retrace l'histoire de Vénus. Et l'histoire de Vénus est fascinante dans son astronomie, dans son astrologie, dans sa mythologie. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous parce que c'est aussi, pour moi, quand j'ai découvert le lien au cycle de Vénus, un poème qui s'appelle La descente d'Inanna, qui est un poème de la Mésopotamie, j'ai eu une sorte d'eureka puisque ça venait quelque part corroborer le fait que les prêtresses étaient aussi, dans les temps anciens, des prêtresses astronomes et astrologues parce que c'était pas séparé. Donc cette connexion au sacré passait par les étoiles. Et ça, pour moi en tout cas, ça a été assez fascinant. Donc, je vous explique un petit peu. Déjà, quelque chose qui est très beau, c'est que les rétrogradations de Vénus ou les conjonctions avec le Soleil, donc la conjonction du Soleil et de Vénus ne peut se faire que lorsque Vénus est rétrograde ou quand Vénus est directe. Donc la dernière fois, c'était le 13 août 2023. Vénus était rétrograde en Lion et donc Vénus était conjointe au Soleil, ce qu'on appelle la conjonction inférieure. Pourquoi? Parce que Vénus était rétrograde. Demain, donc le 4 juin, Vénus va être conjointe au Soleil en Gémeaux, mais dans la conjonction qu'on appelle supérieure. Pourquoi? Parce que Vénus est directe. Et si vous tracez, c'est environ tous les 18 mois, si vous tracez tous les 18 mois sur une période de 8 ans dans le zodiaque et dans le ciel, les périodes où ce point, donc c'est ce qu'on a appelé en astrologie moderne le Venus Star Point. Pourquoi Star Point? Parce que à la fin,
ça dessine une étoile à 5 branches. Si vous tapez un petit peu là sur Google, Vénus Star Point, vous allez voir cette magnifique étoile à 5 branches. Donc il y avait une fascination de Vénus qui est liée à la beauté. Rappelez-vous quelque chose que je vous dis souvent, c'est que ce qui est un des fondements de l'astrologie, c'est que le cosmos vient de beauté parce que le cosmos a un ordre et cet ordre cosmique se reflète dans la géométrie des étoiles et donc pour eux, Vénus dessinant cette étoile à 5 branches était un astre, j'allais dire, dédié à la beauté. Il faut savoir aussi que dans les premiers temps, on pensait qu'il y avait 2 Vénus. Alors, ils ne sont pas d'accord si c'est Parménide ou Pythagore qui finalement se sont rendus compte qu'il n'y aurait qu'une et même Vénus. Mais il y a une Vénus qui est étoile du matin et une Vénus qui est étoile du soir. Et lorsque Vénus fait sa conjonction avec le Soleil, lorsque Vénus a fait sa conjonction avec le Soleil, par exemple, cet été, lorsqu'elle était rétrograde, Vénus devient ensuite étoile du matin. L'étoile du matin, c'est une Vénus qui était parfois appelée Phosphorus ou Lucifer, Lucifer dans le sens de porteur de lumière, mais pour les Mayas notamment, et aussi dans certaines traditions, c'était une Vénus beaucoup guerrière qui allait annoncer la guerre ou qui allait annoncer aussi le sang qui allait couler. Donc ça, c'est un aspect de Vénus qu'on connaît très peu et qui était pourtant connu de la tradition, alors que demain, lorsque Vénus va faire sa conjonction avec le Soleil, elle va devenir, alors petit à petit, hein, parce que lorsque Vénus reste proche du Soleil, hein, c'est pas demain soir ou après-demain soir, vous allez regarder le ciel. Lorsque le Soleil s'est couché, Vénus ne va pas être encore visible. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu éblouie par le Soleil. Et lorsque Vénus devient étoile du soir, parfois on l'appelle Vénus Urania, c'est une Vénus beaucoup plus céleste, beaucoup plus, comment vous pourrez appeler ça? Qui est moins dans la corporalité ou la matérialité, mais qui était une Vénus, et on l'espère au vu des événements actuels, qui n'annonçait pas la guerre, mais qui annonçait the lovemaking, donc qui annonçait que les personnes allaient faire l'amour à nouveau, elle annonçait la passion et l'amour. Et tout ce cycle astronomique de Vénus est lié au poème d'Inanna. Donc le poème d'Inanna, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le lire. Inanna, c'est une déesse mésopotamienne ou sumérienne. Des fois, il y a Inanna, Ishtar, que vous retrouvez aussi dans les textes comme ayant cette ambiguïté d'être à la fois déesse de l'amour, déesse de la guerre, déesse de la fertilité. Et le cycle d'Inanna, c'est-à-dire le poème d'Inanna, correspond exactement à la description du cycle astronomique de Vénus. Donc c'est sur des tablettes cuniformes, donc c'est un texte très ancien. Donc c'est ce qui a fait penser, notamment à Démétra George, hein, que je cite souvent puisque ça a été mon enseignante principale en lien avec l'astrologie et cette astrologie un petit peu qui a remis au goût du jour le lien au mythe, le lien au féminin, le lien aux archétypes au travers des astéroïdes. L'histoire d'Inanna, je vous en ai souvent parlé, vous pouvez peut-être regarder quand Vénus était rétrograde, je l'ai raconté, mais je vais le raconter à nouveau rapidement. Donc Inanna doit descendre dans les enfers pour se rendre aux funérailles de son gendre, pardon, pas de son gendre, de l'époux de sa sœur, donc de son beau-frère. Sa sœur, c'est Ereshkigal, donc Ereshkigal, c'est la déesse sombre, c'est celle qui règne sur le monde du dessous. Et lorsque Inanna se rend dans le monde des enfers, quelque chose qui est très beau, et ça c'est un processus qu'on a pu peut-être expérimenter pour certains, comme toujours, l'astrologie est en résonance avec votre propre thème de naissance. Donc là, quand Vénus a rétrogradé dans le signe du lion, pour les gens qui avaient un positionnement du lion dans leur thème plus significatif, forcément ça allait avoir plus d'impact. Et lorsqu'elle descend dans le monde des enfers, elle passe par cette porte où elle doit se dépouiller d'un de ses attributs. Donc parfois c'est un diamètre, c'est un lapis lazuli. Donc c'est vraiment cette Vénus qui se dépouille, qui vient aussi rencontrer des parties d'elle-même et surtout sa partie de l'ombre, entre guillemets, sa sœur Ereshkigal. Seulement, lorsqu'elle arrive dans le monde souterrain, dans certaines versions, Inanna se prend encore comme une reine et elle voudrait s'asseoir sur le trône d'Ereshkigal, donc ce qui ne plaît pas du tout à Ereshkigal, et finalement, Inanna est laissée pour morte, hein, mais elle avait eu l'intuition de prévenir dans le monde du dessus ces fameux ministres qui trouvent une solution, hein, c'est des petits insectes, des fois ils sont décrits comme des petits insectes, qui trouvent une solution et vont parler, je crois, à son grand-père et trouvent une potion d'immortalité. Et forcément, ils arrivent à se glisser dans le monde des enfers inaperçus parce qu'ils sont tout petits.
Et lorsqu'ils arrivent dans le monde des enfers, il y a Ereshkigal qui est très triste. Dans certaines versions, elle est sur le point d'accoucher. Et en fait, ils ont de la compassion pour elle. Ils commencent à lui dire, oh ma reine, euh, ils ont de la compassion, cette femme de l'ombre, dont personne, vous pouvez l'interpréter comme ça, n'avait pris en compte sa souffrance. Donc, elle accepte de leur donner quelque chose en échange parce qu'elle a été tellement touchée. Donc, bien sûr, ils demandent de pouvoir libérer Inanna. Donc, Inanna est libérée. Hein, là, c'est vraiment souvent le symbole de ce moment où elle est laissée pour morte, c'est la conjonction inférieure. Donc, on a eu en août 2023. Elle va ensuite avoir un processus, on pourrait dire, de résurrection. C'est quand elle devient étoile du matin. Mais il y a eu une condition, c'est que on ne peut pas quitter les enfers comme ça vous le voyez dans tous les mythes. Donc il faut envoyer quelqu'un à sa place. Et lorsque Inanna, donc c'est quand elle redevient étoile du matin, et c'est là où aussi il y a ce symbolisme d'annoncer la guerre, elle se rend compte que son mari, Dumézil, quand elle revient à la surface, ne l'a pas attendue, il lui a été infidèle, donc forcément pour elle c'est évident, elle l'envoie à sa place. Et certains parlent que le point vers lequel on s'approche, hein, donc demain, ce Vénus Star Point ou ce Casimir, la conjonction donc supérieure du Soleil et de Vénus, correspondrait où au fil de l'évolution, Inanna s'adoucit, notamment dans le lien avec Dumézil, et il y aurait une forme de réconciliation entre vous pouvez jouer avec le couple des opposés, et c'est ce qu'on va voir. En plus, on est dans une Vénus en Gémeaux, on est dans un Vénus Star Point en Gémeaux, on a ensuite une nouvelle lune en Gémeaux, où la lune qui parle entre la lune et Vénus, bon, pour vous tisser du sens et sans m'étendre trop longuement, parce que forcément on est dans le Gémeaux, donc les mots se coulent plus facilement, il y a cette idée qu'il y a une réconciliation. Alors ça peut être entre le principe masculin, le principe féminin. Je pense aussi beaucoup, de par la configuration de cette semaine et des semaines à venir, et quelque chose entre le cœur et la raison, le dilemme du Gémeaux qui cherche à comprendre les relations, et en plus le Vénus Star Point d'avant ou le Casimir d'avant était en Lion, donc dans une énergie beaucoup plus centrée sur notre cœur. Donc, vous pouvez, ça ne veut pas dire forcément, ce que je veux dire, c'est que littéralement, si s'est passé quelque chose en août, vous avez eu un conflit avec quelqu'un, que vous allez vous réconcilier avec lui. Comme parfois, l'astrologie a une dimension littérale et symbolique. Hein, c'est pour ça qu'on essaye de jamais enfermer. Mais voilà, faites attention quand même de ne pas créer des expectations, je sais pas comment on dit, des attentes par rapport à ce point-là. Donc, je trouve que c'est assez beau. Donc, il y a cette réconciliation, donc, le Vénus Star Point, donc demain, ce Casimir. Et ce qu'on va regarder ensuite en astrologie, c'est forcément avec quel point dialogue le Vénus Star Point. Et moi, j'ai trouvé quelque chose encore plus, si on tisse du sens, surtout dans Gémeaux, où on a tendance à vouloir voir les signes. Donc, déjà, une Vénus en Gémeaux, j'en avais déjà parlé, mais qui se régénère dans le Soleil. Vénus en Gémeaux, c'est la régente ésotérique du Gémeaux. Elle a quelque chose avec qu'est-ce qu'elle va érotiser, on pourrait dire. On pourrait dire qu'une Vénus en Gémeaux, elle érotise l'intelligence, elle érotise la légèreté, les conversations, ce qui vous met en joie, la légèreté, le côté volatile peut-être aussi, ou volage, le besoin d'expérimenter les choses, le besoin de réinventer peut-être certaines de nos relations ou de nos compréhensions amoureuses, de réinventer la manière dont on communique aussi, dont on communique notre amour, notre langage érotique, notre langage affectif. Ça peut être aussi dans la façon dont on a envie de communiquer. N'oublions pas aussi que Vénus en Gémeaux, avec Jupiter qui est déjà en Gémeaux, en trigone à Mercure, enfin il y a énormément, Jupiter conjoint à Mercure, pardon, je crois qu'il y a lieu aussi le peu avant, quelques heures. Donc il y a vraiment cette réflexion profonde sur la façon dont on va communiquer nos valeurs, puisque Vénus vient décrire aussi nos valeurs, échanger sur nos plaisirs, sur ce qui nous plaît, sur ce qui ne nous plaît pas. Donc il y a toutes ces thématiques-là, mais la particularité peut-être, et le bémol que je mettrais par rapport à juste isoler le symbole et vous dire c'est génial, c'est en Gémeaux, c'est léger, faites ce qui vous plaît et tout est facile. Vénus en Gémeaux, on pourrait dire aussi au niveau de l'image archétypale, c'est l'image de la Puella. La Puella, c'est la jeune fille, hein, par opposition au Puer Eternus, donc je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, le jeune homme, l'éternel jeune homme. Donc il y a quelque chose de l'éternel innocent, de l'envie de ne pas forcément avoir de responsabilité, ou on pourrait aller plus loin, il y a un rapport à l'engagement. Or, avec qui dialogue ce Vénus Star Point, et ce sera un petit peu de même pour la nouvelle lune, donc vous
vous pouvez appliquer ça, forcément ça se passe à 2 jours, on est dans cette énergie-là cette semaine. Elle va dialoguer avec Saturne en Poisson, donc en carré, et elle va dialoguer aussi avec l'astéroïde Junon en Vierge, hein. Donc petite parenthèse aussi, dessous je vais vous mettre les possibilités pour faire des séances d'approfondissement sur les astéroïdes, puisque j'oublie toujours à la fin, et aussi pour le stage que nous organisons avec Boris cet été, pour ma venue en France, pour parler justement de ces couples d'astéroïdes. Donc je vous mets les détails dessous, et je vous invite surtout à me contacter en privé, je trouve que c'est plus Gémeaux aussi, plutôt que de l'exposer ici. Donc je reviens à mon fil. Donc Vénus Star Point qui dialogue à la fois avec Saturne. Les aspects Vénus-Saturne, dans l'astrologie, n'ont pas bonne presse. Pourquoi? Parce que Saturne, il met à distance, il met de la froideur, il met de la difficulté aussi, là où Vénus, parfois, aurait envie juste de s'amuser, de lien. Donc on a quelque chose, et je vous invite aussi à écouter le podcast qu'on a fait avec Sophia, où on en parle beaucoup, sur cet aspect de la légèreté du Gémeaux, mais il y a une forme de gravité dans Saturne. Il y a une forme de responsabilité, il y a une forme d'engagement. Moi, je trouve aussi que ce Saturne en Poisson, il peut nous demander de rester fidèle, parce qu'il est dans le signe du Poisson, à quelque chose de plus grand que nous, à la partie du mystère. Donc, on peut jouer aussi sur ces dialogues entre les opposés, puisque vous avez d'un côté Vénus en Gémeaux qui peut peut-être chercher plus à intellectualiser les choses ou à comprendre, ou être dans une réflexion sur l'amour, sur ses relations, dans ces questionnements-là. Saturne en Poisson, moi je l'appelle souvent le gardien du silence. Il est le gardien actuellement dans un signe où on touche le mystère, où on touche ce qu'on appelle parfois l'anima mundi, l'âme du monde, qui va nous rappeler qu'il y a aussi un mystère, que les relations se font et se défont, qu'il y a des fils qui sont tissés. Et Saturne, il peut être le gardien de ça. Mais ça peut créer une tension, et je pense que vous le comprenez, avec le Gémeaux qui aimerait mettre du sens, qui aimerait réfléchir, qui aimerait pouvoir comprendre. Vous avez aussi une autre manière, forcément, hein, les aspects, les dynamiques et les dialogues entre planètes, ils vont se manifester de plusieurs façons, hein. Même si c'est un carré, ça veut dire qu'il y a une tension. Pourquoi? Parce que entre le Gémeaux qui cherche à comprendre et par exemple le Poisson qui est dans cette dissolution des frontières et dans cette acceptation du tout, dans une sorte de participation mystique infinie, on sent bien qu'on n'est pas dans les mêmes énergies. Et ensuite, entre Vénus, qui peut être un aspect de plaisir, de désir, et Saturne parfois qui peut représenter l'interdit ou la règle, on voit bien que dans le dialogue de ces énergies planétaires, il y a quelque chose qui peut créer une tension. Et à la fois dans la beauté, je trouve que c'est aussi Saturne qui va nous demander de répondre de notre Vénus en Gémeaux. Donc d'assumer pleinement notre envie, par exemple, de légèreté, notre envie de communiquer de telle ou telle façon, de nous faire plaisir. Saturne, il représente l'adulte, le sénex parfois, hein. Le sénex, c'est le sage. Donc là, on a vraiment un dialogue de la puella et du sage homme ou de la sage femme, on s'en fiche. En Gémeaux, vous pouvez et intercambier, pardon, c'est pas du tout français, vous pouvez échanger, intercambiar, vous pouvez échanger les genres, hein. Des fois, malheureusement, je trouve toujours dans notre vocabulaire, on a féminin et masculin, surtout en astrologie. Féminin, c'est le principe réceptif et masculin, c'est le principe actif, Mars et Vénus. Vénus, elle est dans un état de réceptivité, là où Mars agit. Et enfin, dans l'équation, on a aussi Junon. Junon est en carré, en vierge. Junon, c'est l'expression de Vénus dans le sens de la fidélité au lien. Junon, dans la mythologie, vous la connaissez peut-être plus sous le nom d'Héra. Héra, c'est l'épouse de Zeus. Zeus est très connu pour être très libre, hein. Il se métamorphose et il aura je ne sais pas combien d'enfants et je ne sais pas combien d'amantes dans le panthéon grec. Junon reste extrêmement fidèle. Quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Kérénie, qui est un mythologue, a écrit une phrase, je crois que je ne sais plus dans quel livre. Il dit: le problème de Junon, ce n'est pas tant les infidélités de Zeus que sa trop grande fidélité au rôle d'épouse. Junon, parfois, elle est décrite comme ayant une ceinture de chasteté, mais surtout, ce qu'on sait peu de Junon, c'est qu'avant de prendre en mariage Zeus, et ça, c'est encore une autre histoire, parce que la mythologie décrit aussi des processus. Dans certaines versions, vous trouvez que le mariage de Zeus et Héra, ou Junon et Jupiter, va durer 300 ans.
et ça correspondrait à l'absorption de la culture patriarcale, enfin de la culture matriarcale, pas le principe de Zeus, donc le principe qu'on connaît actuellement, qui domine sur l'Olympe et qui domine le monde et qui base un petit peu notre société actuelle et surtout qui instaure le mariage monogame. Et vous trouvez dans certains textes, hein, donc vraiment, si vous allez fouiller un petit peu au niveau mythologique, Junon, avant de prendre pour époux Zeus, était décrite comme étant une femme libre qui régnait librement sur son peuple et qui s'engendrait, alors je ne sais pas si j'ai lu ça, librement aussi avec la force des éléments, avec le dieu eau. Et c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les mythologies de Junon parce que souvent, quand elle s'était fâchée avec Zeus, elle ira sur son île, d'où elle vient, pour se ressourcer. Donc Junon aussi en carré à Vénus, on a quelque chose, je trouve, qui fait écho à Saturne dans le lien ou le questionnement par rapport à l'engagement ou au non-engagement, la fidélité à quelle valeur, à nous-mêmes ou à l'autre. Donc il peut y avoir ce genre de dynamique qui par, je trouve, les mythes sont mis en lumière d'une autre manière. Et dans le signe de la Vierge, on est dans un signe qui va nous demander de trier, un petit peu comme Psyché, vous savez, Psyché et Eros, qui est souvent un mythe utilisé justement pour l'amour romantique, où dans un premier temps, Psyché est dans cette sorte d'illusion et de projection. Et la première étape pour sortir et pour qu'ils puissent vivre, parce que c'est un des mythes qui finit bien, c'est-à-dire ils vivent une très belle histoire d'amour, elle doit amener le logos et pouvoir trier les graines, les bonnes et les mauvaises graines. Donc elle ne doit pas oublier d'amener cette intelligence et cette finesse. Et je trouve que Vénus en Gémeaux, elle nous rappelle ça aussi. Elle nous rappelle que même si on sait que notre mental nous joue des tours et prend, voilà, ça je pense qu'on est tous assez d'accord, on nous le dit et on nous le redit, mais Vénus en Gémeaux, je trouve que c'est aussi la finesse de l'intelligence, la finesse de pouvoir comprendre ce qui se joue et nous permettre ensuite, à l'étape Junon et Saturne, de tisser des liens, j'allais dire, ou de tisser des engagements, hein, ou de mettre des anneaux qui ne nous enferment pas forcément, parce qu'on est quand même dans le Gémeaux, mais différents. Et pour continuer un petit peu notre histoire de cette semaine que je vous raconte beaucoup en lien avec les mythes, on a ensuite la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est en Gémeaux, donc on a déjà Jupiter et Mercure qui sont là, donc on a cette amplification de la parole, je ne sais pas combien aujourd'hui dure ma vidéo, de cette envie de partager, d'expliquer les choses. Donc ça, il y a aussi une diffusion de l'information qui se fait beaucoup plus rapidement sur tous les sujets. Et lorsqu'il y a une nouvelle lune, on a le soleil et la lune qui se rejoignent. Donc là aussi, on a les noces de la reine et des rois des cieux. Donc ça, vous le trouvez en astrologie ancienne, je trouve ça magnifique, hein. La lune et le soleil étaient nos instructeurs, mais c'était le roi et la reine des cieux. Et on disait que le soleil régnait sur le jour et la lune régnait sur la nuit. Ce qui expliquait aussi que dans vos thèmes, ça dépend. Il y a des significations de base en astrologie hellénistique, mais je pense soit vous proposer la formation complète pour ceux qui veulent, soit vous proposer des modules d'introduction à l'astrologie hellénistique à partir de septembre, parce que je trouve ça fascinant. Ça va marquer profondément votre thème, cette simple distinction, est-ce que vous êtes né de jour ou est-ce que vous êtes né de nuit? Comment vous le voyez dans votre thème? Si vous êtes soleil est de maison 1 à maison 6, vous êtes né de nuit, de maison 7 à maison 12, vous êtes né de jour. Est-ce que vous êtes en haut ou en bas de l'horizon? Donc, on a le soleil et Vénus, le soleil et la lune qui sont dans ces nouvelles noces en Gémeaux au moment de la nouvelle lune, mais on a aussi la présence de Vénus. Vénus et la lune reste le grand principe du féminin, indifférencié, mais qui n'est pas, souvent c'était Démétra George qui disait ça, elle disait la lune, elle n'est pas manifestée. C'est Vénus qui va exprimer activement, en tout cas un peu plus, l'énergie de ce grand principe lunaire. Et ça, il y a d'autres mythes fascinants pour expliquer aussi pourquoi à un moment donné, la lune était masculine, elle est devenue féminine, et puis elle a été reléguée dans l'ombre, mais il n'y avait pas forcément dans certains textes anciens, surtout en Égypte, hein, la lune était masculine, enfin c'était un dieu masculin, et je ne sais plus si le soleil était féminin. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, la lune, je crois que c'était Shamesh ou quelque chose comme ça, ou Shamash, peut-être que je me trompe. Des fois, je mélange un petit peu les noms. Donc, c'est intéressant. On a une nouvelle lune en Gémeaux avec le soleil et la lune qui se réunissent, et on a aussi Vénus. Donc là, on est vraiment dans un dialogue, donc c'est toujours en carré à Saturne, hein, ça c'est toujours valide, toujours en carré un peu plus éloigné à Junon, mais on a toujours quand même cette gravité dans la légèreté, cette sensation qu'il y a des choses graves et qu'on a quand même envie d'être léger, mais qu'il y a une... Puis avec Saturne en Poisson, ce que je trouve qui est difficile, et même si dans ma posture, je ne parle pas forcément, ou je fais que des allusions
pour que vous puissiez tisser vos propres liens. Saturne en Poisson, on a l'impression qu'il vient enlever toutes les frontières de ce qui était possible, les frontières du droit international, où il y a des choses qui n'étaient plus du tout possibles, qui n'étaient pas du tout envisageables, qui ne sont plus du tout respectées. Donc il y a un flou vraiment où on a l'impression qu'il y a une perte totale de contrôle sur certaines choses et à la fois un extrême contrôle avec ce Saturne en Poisson. Mais pour revenir au Soleil et la Lune et Vénus, là on est vraiment dans une renaissance, un renouveau du principe lunaire et du principe vénusien, qui s'entendent, qui sont en affinité. Alors parfois, classiquement, dans les textes anciens des années 60 de l'astrologie, la Lune c'est la mère, Vénus c'est l'amante. Si vous avez la Lune et Vénus en conflit, vous avez un problème entre la mère et la femme. Ça peut être valide, ça peut pas être valide, vous le prenez pas, mais il y a quelque chose derrière au niveau plus symbolique, c'est que la Lune, elle va représenter notre espace de sécurité. Donc la Lune en Gémeaux, ça peut être la sécurité dans les mots, la sécurité dans la compréhension, la sécurité dans pouvoir nommer ou au contraire une difficulté parfois à nommer mes sentiments, mais à pouvoir réfléchir dessus. Mais dans la Lune, on est plus dans ce qui vous rassure, dans ce qui nous sécurise. Et par rapport à cette mythologie du héros symbolisé par le soleil ou de l'héroïne, parce que là on a Vénus, parfois la Lune, elle nous fait un peu tourner en rond. Pourquoi? Parce que ça va être l'espace du connu et on va rester prisonnier parfois de ce connu. Le soleil, dans la symbolique, et dans votre thème, d'ailleurs, le soleil n'est pas que le descriptif de votre personnalité. Si vous avez un soleil en Scorpion, un soleil en Sagittaire, c'est aussi l'appel solaire. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Et c'est pourquoi le soleil, souvent dans les textes, touche toujours l'esprit. L'esprit comme étant un symbole de quelque chose d'éternel. Et d'ailleurs, tous les mythes liés aux héros, c'est des héros divins et humains. Ils ont toujours cette mixité. Vénus, on est sur un autre registre. Vénus, on est vraiment dans le domaine des aspirations, des sentiments, des valeurs et du désir. Donc, on pourrait voir le conflit, et là, en Gémeaux, donc ils sont à côté, donc il y a une intensité, toutes les conjonctions, qui n'est pas vraiment un aspect en astrologie, mais ça crée de l'intensité, ça crée un renouveau, ça crée un reset, ça crée une nouvelle graine, une nouvelle conscience aussi. On pourrait même dire la conscience solaire illumine, surtout au point où c'est exact. Après, dans la tradition, elle aveugle, mais là, il y a un point de clarté, j'allais dire. Vénus, elle pense un peu qu'à elle-même. Ça, si on prend l'aspect mythologique, elle est fidèle à son propre désir, ce qui explique souvent qu'elle est décrite comme quelqu'un, pas d'immoral, mais d'amoral, c'est-à-dire qu'elle a énormément d'amants. Pourquoi? Parce qu'elle est fidèle à l'accomplissement de son désir et de son plaisir. Donc on pourrait voir aussi, toujours en carré à Saturne, je trouve qu'il peut y avoir une interrogation pour certains, hein, comme toujours, c'est toujours un exercice difficile de, de décrire ça d'une manière générale sans avoir chacun de vos thèmes et vous dire, ah oui, vous, ça vous touche là, là, là. On peut le faire, hein. Certains essayent par les horoscopes, mais je trouve aussi que c'est un exercice très compliqué, surtout qu'il faudrait mettre en système de signe entier, il faudrait plus regarder votre ascendant pour que ce soit juste. Donc, je reviens, parce que je fais beaucoup de détours aujourd'hui, à ma dualité entre le Soleil, entre Vénus et la Lune. Donc, il y a quelque chose de la réunion ou de la prise de conscience, je crois que j'avais pris des petites notes, donc je vais quand même les regarder, entre les besoins du monde lunaire sécurisé et aller vers ses désirs, aller vers ses sentiments. Et tout ça dialogue avec Saturne. Et Saturne, ça peut être le gardien, comme je vous le disais, qui va vous donner l'autorisation en Poisson, tout en acceptant qu'il y a un mystère et un flou total, qui peut vous donner aussi l'autorisation d'aller vivre une forme de légèreté, d'amour et d'expression par rapport à la gravité et à la réalité de certaines choses qui sont en train, qu'on voit, hein. Saturne, principe de réalité, même si c'est en Poisson et même si c'est flou et même si on se questionne sur justement notre humanité, on le voit en tout cas. Mais Saturne, il peut aussi représenter l'interdit. L'interdit, les injonctions, le poids culturel, c'est le surmoi des psychanalystes un petit peu. Donc c'est aussi tout ce qui peut m'empêcher, tout ce qui peut m'interdire, tout ce qui peut être la sensation qu'il y a quelque chose où je me condamne tout seul, ou au contraire, parce que la société, justement, il y a des choses tellement graves. Donc on est aussi dans cette tension. On peut être aussi, et ça ce sera, je finirai là-dessus, entre vraiment la compréhension, hein, Lune, Vénus, Soleil en Gémeaux, chercher à comprendre, chercher à réfléchir, alors que la Lune, on est plus dans quelque chose de... dans la tradition hellénistique, elle est très très corporelle, la Lune. Elle n'est pas du tout enfin, elle n'est pas du tout liée aux émotions. Hein. Vous ne trouvez dans aucun texte, elle permettait de comprendre
vraiment ce qu'on appelait la fortuna, la bonne fortune, la bonne santé, la capacité de vivre sa vie avec aisance ou non dans la matière, la santé aussi, mais elle était très très peu liée au monde émotionnel. Vénus, on est plus dans le domaine du sentiment, c'est-à-dire du désir. Mais pareil, une Vénus en Gémeaux, comme je vous le dis, elle, elle va plus chercher à comprendre, elle va plus chercher à avoir une réflexion, à accentuer parce que Jupiter et Mercure en plus sont ensemble. Donc il y a un peu une explosion, on pourrait dire, de d'air, donc qui est beau parce que ça nous permet d'être flexible, ça nous permet d'être ouvert à l'expérience, mais ça peut aussi activer énormément là. Et donc Saturne, même s'il est en Poisson, même si c'est Saturne plutôt, il peut être aussi ce gardien du mystère, ce gardien du silence, cette sagesse d'appréhender le monde de l'eau, le monde du poisson, le monde des mystères, d'une manière beaucoup plus mystérieuse et en acceptant aussi de mettre une forme de, comment on pourrait dire, d'acceptation profonde aussi de ce qu'on ne comprend pas, de ces sentiments, de, comme je vous disais, de ces mystères relationnels. Donc voilà, je pourrais encore parler des heures, mais je pense que je ne sais pas du tout combien j'ai passé de temps. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Donc observez. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, en astrologie, des fois, c'est pas forcément, c'est être un peu justement, en plus, on est dans le Gémeaux, de faire des expériences, de dire, tiens, qu'est-ce qui se passait quand Vénus était rétrograde en Lion, mais vraiment cette observation sans forcément chercher à ce qu'il faut que vous sentiez quelque chose forcément, ou qu'il doit se passer quelque chose. D'être plus dans une forme de distance que peut nous servir aussi l'air, parce que ça va vous raconter une histoire. Voilà. Et aussi, il m'est venu, mais j'avais complètement oublié de le dire, je vais vous mettre un lien pour celles qui veulent vraiment, ou ceux, hein, regarder un peu plus en détail ce Vénus Star Point, leur cycle de Vénus, et forcément la thématique amoureuse, romantique, sexuelle, érotique, créative, liée à Vénus. Pour ceux que ça intéresse, et je vais faire les mêmes tarifs que pour les révolutions solaires qui sont souvent plus accessibles. Donc n'hésitez pas ou contactez-moi. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine.